Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Monsieur Cabaton. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'on lance cette conférence du 6 mars? Oui. Tout le monde est prêt. Donc, je vais vous dire quelques mots sur notre conférencier du jour, donc Nicolas Cabaton, qui va intervenir sur les perturbateurs endocriniens qui s'invitent dans nos assiettes. Étonnant. Déjà que, bon, voilà. Hier soir, on a donc projeté Dark Waters. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je conseille fortement. C'est un peu anxiogène, mais c'est quand même très intéressant. Et donc là, vraiment, dans la continuité de cette thématique, nous recevons donc Nicolas Cabaton aujourd'hui, qui a obtenu un DEA, donc l'équivalent du master actuel, de sciences des aliments, option nutrition et toxicologie de l'Université de Bourgogne, donc déjà bien dans le thème, puis un doctorat dans le laboratoire de toxicologie alimentaire d'AgroSup Dijon, Oui. voilà, de l'Université de Bourgogne. Ensuite, il est parti à Boston pour un post-doctorat dans le laboratoire d'Anna Soto à Tufts University, où il s'est intéressé au mécanisme d'action toxique du bisphénol A, le fameux. Le fameux. De retour en France, il intègre le laboratoire INRA des xénobiotiques à Toulouse pour un second postdoc où il avait pour mission de continuer l'optimisation d'une approche métabolomique par prise d'empreintes RMN et spectrométrie de masse pour détecter les modulations du métabolisme endogène après l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Quelle belle phrase! Je l'ai dite sans... J'ai tout dit. Bon, ensuite, il a été recruté dans ce laboratoire qui s'appelle actuellement donc Toxalim à Saint-Martin-du-Touche. Il travaille dans cette unité donc depuis 2011 où il s'intéresse aux voies de biotransformation de contaminants alimentaires et environnementaux de type perturbateurs endocriniens et leurs effets. En parallèle, il fait aussi des expertises à l'ANSES, sur les perturbateurs endocriniens et les matériaux et auxiliaires technologiques dans le domaine de l'alimentation et de l'eau. On boit de l'eau. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à nos collègues connectés. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour cette présentation donc, que j'ai intitulée « Quand les perturbateurs endocriniens s'invitent dans nos assiettes », puisqu'on va voir au cours de cette présentation que on retrouve un petit peu toutes ces substances qui vont en tout cas interagir avec différents aspects de notre organisme, avoir des effets un petit peu embêtant, on va dire, et on essaiera de voir un petit peu de comprendre d'où proviennent les expositions et quels sont certains effets. Et donc tout d'abord, je viens donc comme l'a très bien dit notre première interlocutrice. Je viens de l'UMR de toxicologie alimentaire, donc à Toxalim. Et donc dans cette unité, on s'intéresse à tout ce qui va environ contrarier le bon fonctionnement de notre organisme, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal. Et on essaye en tout cas de travailler sur de la prévention pour avoir une alimentation saine et durable. Et je travaille plus particulièrement dans une équipe qu'on appelle métabolisme et xénobiotique, qui s'intéresse d'une part au devenir métabolique de xénobiotiques, donc tout ce qui va être étranger à notre organisme, et on regarde à l'aide de modèles animaux, de cultures cellulaires aujourd'hui de plus en plus, et aussi sur des échantillons que l'on a à partir d'hôpitaux, des échantillons humains, on va regarder comment une substance que l'on va ingérer va être transformée dans notre organisme, puisque malheureusement, dans notre organisme, pour arriver à détoxifier en fait notre organisme, eh bien, on va
pouvoir créer des espèces qui vont être potentiellement plus toxiques que l'espèce d'origine. Donc on s'intéresse à ça dans l'équipe et on regarde aussi comment l'exposition à ces xénobiotiques vont moduler l'activité d'enzymes qui sont elles-mêmes impliquées dans ces voies de biotransformation des composés que l'on ingère. Et donc, on a un deuxième aspect dans un deuxième panel de chercheurs dans notre équipe qui s'intéresse aussi par des approches de métabolomique à la biologie des systèmes. Et donc, à partir de processus relativement complexes, on fait ce que l'on appelle des études de métabolomique pour regarder les effets directs ou indirects de l'exposition à des perturbateurs endocriniens, par exemple, et voir quels sont les effets et si ces effets seront durables et potentiellement néfastes sur la santé humaine. Alors, entrons dans le vif du sujet avec un petit retour historique, puisqu'en fait, l'histoire ne date pas d'hier, puisque dès 1962, il y a eu le livre de Rachel Carson, donc Silent Spring, Le Printemps silencieux, qui a été paru aux États-Unis. Et dans ce livre, eh bien, vous avez beaucoup de la description d'effets particulièrement néfastes sur la faune sauvage, avec principalement des effets négatifs de pesticides sur l'environnement et plus particulièrement sur les oiseaux. Donc ce livre est très connu puisqu'il a contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental. Et en fait, dans ce livre, Rachel Carson décrivait le DDT, qui était un pesticide très utilisé aux États-Unis. Il décrivait que ce pesticide était la cause de coquilles d'œufs beaucoup plus fines chez les oiseaux et occasionnait du coup une hausse de la mortalité ainsi que des problèmes de reproduction chez ces espèces d'oiseaux. Et elle accusait littéralement l'industrie chimique de pratiquer de la désinformation et du coup, par la même occasion, elle accusait les autorités publiques de répondre aux attentes de l'industrie chimique sans vraiment se poser de questions. Alors ce livre a eu un impact international très important, il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde et il a contribué à la création de l'US EPA, qui est l'agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Il a surtout conduit à l'interdiction de l'utilisation du DDT aux États-Unis dès 1972, mais 10 ans après la sortie de cet ouvrage. Et au niveau on va dire mondial, ce livre a été vraiment le point d'orgue qui a permis de lancer la toxicologie environnementale, puisque avant cette parution, on étudiait beaucoup la toxicologie d'un point de vue de médicaments, d'un point de vue de certaines expositions accidentelles, mais rarement les effets que l'on pouvait observer sur l'environnement, ou très très peu. Donc c'était la première fois que des substances étaient dénoncées comme ayant un effet sur notre environnement et par voie de conséquence sur des espèces qui vivaient dans cet environnement. Alors, juste pour qu'on soit tous sur une même longueur d'onde, en fait, à quoi sert le système endocrinien, puisqu'on parle de perturbateurs endocriniens, mais il faut avant tout savoir ce que c'est que le système endocrinien. Donc, sans rentrer dans le détail, on ne fait pas un cours ni d'hormonologie ni d'endocrinologie, mais le système endocrinien regroupe un certain nombre de glandes qui sécrètent des hormones, et ces hormones vont être libérées dans le sang. Le système fonctionne de façon à ce que l'hormone, théoriquement, est produite dans un organe qui va donc produire cette glande, mais qu'elle va aller agir à distance de son lieu de production en passant par la circulation sanguine et pour aller atteindre différents organes où elle va, ce qu'on appelle un tissu cible. Et ces hormones sont très importantes puisqu'elles régulent les fonctions de croissance, de métabolisme, de développement cérébral et sexuel, de système reproducteur et régule aussi la façon dont notre alimentation va servir en tout cas à notre fonctionnement. Et elle participe aussi à notre homéostasie, c'est-à-dire à garder notre équilibre au niveau du corps. Donc, bien évidemment, c'est une régulation qui est très très fine et vous imaginez bien que tous ces perturbateurs endocriniens vont pouvoir venir agir et moduler ces régulations très fines avec ce système hormonal. Alors, l'émergence de ces perturbateurs endocriniens, on en a parlé avec le livre de Rachel Carson,
de façon un peu plus spécifique dans les laboratoires, l'histoire a réellement commencé donc dans un des labos pionniers où j'ai eu la chance de faire mon post-doctorat, chez Anna Soto et Carlos Sonnenschein, qui donc les deux scientifiques en photo qui travaillent depuis une cinquantaine d'années sur le cancer du sein. Et ils avaient mis au point un test cellulaire qui faisait en sorte que les cellules proliféraient, donc se multipliaient, d'autant plus facilement qu'elles étaient exposées à des composés qui allaient du coup favoriser cette prolifération. Donc tout ceci leur a permis d'avoir de nombreux contrats jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que même les cellules qu'ils ne traitaient pas avaient proliféré de manière similaire aux cellules qui étaient traitées, et ceci quelles que soient les doses. Donc, bien sûr, la première chose que l'on pense quand on est dans un laboratoire, si on refait l'expérience une fois, deux fois, on demande à la faire refaire à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, les mêmes résultats montraient toujours que toutes les cellules proliféraient exactement de la même façon, qu'elles soient traitées ou non traitées. Et après de nombreux mois de recherche et d'enquête, ils se sont rendus compte que le problème venait en fait du nonylphénol, que l'on connaît aujourd'hui, qui en fait migrait depuis le tube dans lequel ils préparaient toute leur solution, toute leur dilution. Et donc forcément, vous aviez en gros le même traitement qui était administré à toutes les cellules, mais non pas lié à la molécule qu'ils voulaient tester, mais simplement dû à une migration de molécules du plastique jusque dans la solution qu'ils déposaient sur leurs cellules. Alors évidemment, je vous dis ça aujourd'hui, on dit oui, ça, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose qui est plus connu, mais remettons-nous dans le contexte de l'époque, même si c'était pas si loin que ça, mais 1991, c'était donc les premières parutions sont sorties cette année-là, les expériences ont été faites quelques années auparavant. Aller faire croire aux gens que du plastique allait être responsable d'un effet hormonal ou alors d'un effet prolifératif sur des cellules, c'est quelque chose qui était un petit peu surréaliste à l'époque et c'est malheureusement quelque chose qui est resté dans beaucoup de laboratoires, un petit peu dans des tiroirs en disant voilà, c'est un lot de manip, d'expérience qui n'a pas fonctionné. Bon, ben voilà, comme souvent, on classe l'affaire ou on recommence, mais voilà, les problèmes ont aussi fait que ça a ralenti la diffusion de certaines informations. Sur l'animal, on avait donc dans à peu près ces mêmes années Lou Guillette qui lui vivait en Floride et c'était un zoologue très renommé et qui avait remarqué quand même que les alligators sur lesquels il observait le comportement avaient de problèmes de reproduction, en particulier dans un lac où il faisait ses observations, le lac Apopka, avec de nombreuses anomalies du système reproducteur chez les mâles, comme en particulier le fameux micropénis qu'il avait rendu célèbre, parce que évidemment c'était quelque chose un petit peu comique. N'empêche que c'était une manifestation vraiment caractéristique et vraiment on ne peut plus phénotypique de l'effet de deux pesticides, le dicophol et le DDT, qui avaient été répandus dans un de ces lacs. Alors, l'histoire dit que c'est un déversement accidentel. Voilà, n'empêche que sur plusieurs années, Lou Guillette avait vu des anomalies chez le système reproducteur de ces animaux. Côté européen, donc plus proche de nous, toujours dans les mêmes années, Elisabeth Carlsen et Niels Kakebeek, qui sont deux médecins danois, avaient réalisé la première méta-analyse parce qu'ils trouvaient surprenant d'avoir de plus en plus de consultations dans leur hôpital de jeunes hommes qui venaient pour des problèmes de procréation. Et en rassemblant l'intégralité des données qui étaient existantes à cette époque-là, sur une période qui allait de 1938 à 1990, ils sont arrivés à la courbe, alors qui est très célèbre pour les gens qui travaillent dans le domaine des perturbateurs endocriniens, avec cette pente très alarmante négativement, et donc ces deux chercheurs concluaient sur le déclin de la qualité spermatique chez l'homme. Donc ils l'ont publié et ils ont été vraiment critiqués
parce que ils ont été vraiment considérés comme des lanceurs d'alerte inutiles. Et cette histoire a fait tellement de remous que les autorités ont décidé de mandater une chercheure américaine, parce que voilà, les Américains sont bien plus forts que les Européens, c'est bien connu. Et donc cette chercheure américaine, Shanna Swan, a repris l'intégralité des données de Carlsen et Skakebeek, et elle en a même profité pour étendre cette méta-analyse aux autres pays. Et donc vous voyez sur cette diapositive qu'elle a reproduit exactement la même courbe pour ce qui concerne les pays européens. Les pays européens qui est ici, et elle l'a étendue aussi à l'Amérique du Nord, où elle concluait, de la même façon que l'avaient fait Elisabeth Carlsen et Nils Skakebeek, à un déclin de la qualité spermatique chez l'homme et du coup une diminution de la capacité de procréation chez les jeunes hommes. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important dans l'histoire, dans l'émergence des perturbateurs endocriniens. Je passe rapidement, mais John Sumter avait également remarqué une inversion du sexe ratio chez des poissons qui nageaient dans des rivières qui étaient contaminées par des résidus de pilules contraceptives, par exemple. On avait aussi le livre de Theodora Colborn en 1996 qui a fait écho au livre de Rachel Carson, puisque dans ce livre, elle a résumé l'intégralité des données dont je vous ai parlé juste à l'instant, pour vraiment, pour la première fois au monde, parler vraiment de perturbateurs endocriniens, d'avoir des systèmes d'un ensemble de molécules. On ne savait pas trop comment elles agissaient, on ne savait pas trop qui elles étaient, on ne savait pas beaucoup de choses, mais toujours est-il qu'il y avait quand même un constat alarmant dans l'environnement et sur la santé des hommes et des animaux. Donc dans Stolen Future, avait été préfacé à l'époque par Al Gore, qui était le vice-président américain. Donc c'était quand même quelque chose qui, à l'époque, avait quand même été pris au sérieux. Et malheureusement, il a quand même fallu quasiment plus de 10 ans avant que le premier documentaire grand public soit diffusé. Alors il a dit, en plus été diffusé sur une chaîne donc Arte en France, qui est une chaîne qui est pas forcément la plus regardée, donc c'est quand même quelque chose qui pêche un petit peu dans notre système de communication, puisque voilà, c'est quand même un documentaire qui est qui retrace exactement l'histoire et qui retrace aussi la façon dont tous ces scientifiques ont dû se battre pour arriver à se faire entendre et à lancer pour la première fois une alerte comme quoi dans notre environnement, dans notre alimentation, dans tout ce qui nous entoure, il pouvait y avoir des molécules qui pouvaient interagir avec notre système endocrinien. Alors depuis, vous avez beaucoup d'ouvrages qui sont sortis. Le dernier en date, datant d'il y a 4 ans, avec Shanna Swan, qui là, cette fois, donne vraiment, c'est plus qu'une alerte, cette fois, c'est vraiment met les gens devant le fait accompli en disant, voilà, il est temps de prendre conscience que notre monde moderne menace le nombre de spermatozoïdes, altère le développement des hommes et des femmes et compromet l'avenir de l'espèce humaine. Donc ce sont des mots volontairement très un petit peu violents, qui sont choquants, pour continuer d'asseoir la problématique et se dire, voilà, il est temps d'agir et en tout cas de se donner les moyens pour trouver soit des substitutions, soit changer nos modes de vie. Alors, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ? Alors, c'est aussi une notion qui fait beaucoup discuter, mais la définition qui prévaut toujours à l'heure actuelle, malgré de nombreuses tentatives de modification, c'est l'OMS qui nous l'a donnée en 2002 et qui nous dit qu'un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances exogènes qui altèrent les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Alors le deuxième, la notion qui est très importante, c'est l'effet néfaste. Parce que quelque part, une substance qui va perturber notre système endocrinien, on en consomme tous les jours et on vit très bien.
on a aussi un système de régulation qui est fait pour ça. C'est aussi la balance fine que l'on a dans notre système endocrinien qui fait que l'on fonctionne très bien. Là, il faut vraiment qu'il y ait un effet néfaste pour qu'on arrive à rentrer dans un problème de santé. Donc un effet néfaste, pareil, l'OMS nous en donne une définition, aussi en 2009, qui se caractérise par un changement dans, vous allez voir, quand même beaucoup de choses, la morphologie, la physiologie, la croissance, le développement, la reproduction ou la durée de vie d'un organisme, d'un système ou d'une sous-population, en portant atteinte aux capacités fonctionnelles ou à la capacité à répondre à une situation de stress supplémentaire ou encore à augmenter la sensibilité à d'autres influences. Ouf! Quand on a fini le tour de cette définition, on se dit finalement, il y a un peu tout qui rentre dedans. Donc, après, au niveau de l'interprétation de cette définition, eh bien, c'est là où, en termes de travail en laboratoire, il va falloir qu'on cible des tissus, que l'on cible des effets, que l'on cible des processus de développement pour arriver à montrer qu'une molécule est un perturbateur endocrinien. Parce que, bien évidemment, ces définitions, elles ont des limites, puisqu'il faut vraiment trouver la différence entre des réponses adaptatives qui vont être, du coup, non défavorables, et des modifications qui vont vraiment conduire à ces effets néfastes, c'est-à-dire les impacts sur les fonctions métaboliques. Si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez aussi avoir un changement dans votre métabolisme. Mais quelque part, c'est plutôt bénéfique de boire de l'eau tous les jours. Après, peut-être que si on en boit trop, on va avoir un effet néfaste. Mais vous voyez, on a déjà aussi peut-être un niveau de dose qui va rentrer en considération, un côté qualitatif, parce qu'évidemment, on ne va pas comparer de l'eau à un pesticide, bien évidemment. Et donc, le deuxième item, c'est que ça remet aussi en question le paradigme de la toxicologie classique, c'est-à-dire qui prône toujours une dose sans effet et des effets dose-réponse. Malheureusement, avec les perturbateurs endocriniens, on bouscule beaucoup ces anciens paradigmes qui faisaient que pour un médicament, on le comprend un petit peu plus facilement. Pour un perturbateur endocrinien, eh bien, on va avoir des effets qui vont se manifester à très très faible dose et en plus avec des courbes réponses non monotones. C'est-à-dire que parfois, vous pourrez avoir un effet qui sera beaucoup plus intense à une dose beaucoup plus faible qu'à une dose beaucoup plus forte. Donc on aura toujours besoin pour l'instant d'un jugement d'expert pour évaluer le caractère perturbateur endocrinien d'une substance. Et donc une perturbation endocrinienne n'est pas considérée comme un effet toxique en soi. Pour qu'il y ait un effet toxique, il faut qu'il y ait donc un dépassement des régulations homéostatiques. Et là où ça va se compliquer un petit peu pour nous en laboratoire, c'est qu'il va falloir définir un perturbateur endocrinien par un mécanisme d'action qui sera conjoint d'un effet néfaste ou de plusieurs effets néfastes, et non pas forcément par la nature des effets nocifs ou toxicocinétiques que l'on connaît. Et donc aujourd'hui, vous avez ce système un petit peu, alors je ne sais pas si on peut dire transversal ou pyramidal, qui dit que quand on veut montrer qu'une molécule est un perturbateur endocrinien, il va falloir remonter à définir ce qu'on appelle une AOP, donc un Adverse Outcome Pathway, pour arriver à montrer, à partir d'un élément moléculaire initial, comment ça va se manifester de façon néfaste au niveau d'une cellule, au niveau d'un tissu, au niveau d'un individu, au niveau d'une population. Et donc, une fois qu'on a débroussaillé tous ces aspects de cet éventail, eh bien, on peut déposer un dossier pour faire classer une molécule comme étant un perturbateur endocrinien. Alors, les mécanismes d'action, parlons-en un petit peu rapidement. Donc, je vous ai dit, une hormone va être produite au niveau d'un tissu et va aller agir à distance de ce tissu producteur, ce qu'on appelle au niveau d'un tissu cible, sur lequel vous allez trouver des récepteurs. Donc forcément, ça comme un petit peu un système, alors c'est vrai que ça a été un petit peu critiqué, mais bon, on va dire que schématiquement, c'est quelque chose qu'on arrive bien à se représenter, mais c'est le système de la clé et de la serrure. Vous allez avoir un récepteur qui va correspondre à votre serrure, vous allez avoir des hormones ou des perturbateurs endocriniens qui vont faire l'office d'une clé, qui vont pouvoir rentrer dans une serrure. Tout ceci, ça marche par des récepteurs et c'est ce qu'on va considérer comme des mécanismes d'action directe. C'est la première voie d'abord qui a été entreprise à l'époque où on a commencé à travailler sur les perturbateurs endocriniens. C'était la fixation de l'hormone ou du perturbateur endocrinien sur un récepteur qui lui était spécifique.
On sait aujourd'hui que, bien sûr, l'hormone ou le perturbateur endocrinien va circuler dans peut-être d'autres tissus avant d'arriver à son tissu cible, va rencontrer d'autres espèces sur son chemin, et donc vous allez pouvoir avoir des interactions avec l'ensemble de la durée de vie de votre hormone, c'est-à-dire que vous allez avoir des possibilités pour les perturbateurs endocriniens de mimer l'action de l'hormone directement en se substituant à elle et du coup en se fixant sur le récepteur et en bloquant peut-être ce récepteur, et donc par voie de conséquence empêcher l'action de l'hormone qui du coup ne pourra plus se fixer sur son récepteur puisqu'il est déjà occupé. Mais les perturbateurs endocriniens peuvent aussi modifier la production naturelle des hormones en interférant avec leurs mécanismes de synthèse, de transport, mais aussi d'excrétion. Donc tout ceci rend la tâche beaucoup plus difficile quand on doit après prouver ou définir un mécanisme d'action complet pour faire classer une molécule comme étant un perturbateur endocrinien. Alors, on en parle beaucoup. Je vais vous donner ici quelques exemples. On va commencer par certains pesticides qui ont été classés comme étant des perturbateurs endocriniens. Donc, vous avez des herbicides, des fongicides, des nématocides, des insecticides. Vous avez le chlordécone, par exemple, qui a fait parler de lui il y a pas mal de temps. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez le méthoxychlore, vous avez le DBCP qui est comme nématocide. Vous avez l'atrazine qui est toujours abondamment utilisée aux États-Unis, par exemple, alors qu'elle a été interdite en Europe en 2003. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont surprenantes parce qu'on interdit des produits en Europe qui sont toujours abondamment utilisés aux États-Unis. Vous dites on n'a pas l'air si différent que ça quand même pour être exposé aux mêmes effets d'une molécule. Voilà, toujours est-il que les réglementations ne sont pas forcément toujours comme on l'aimerait. Vous avez des polluants industriels, vous avez donc en particulier des détergents, type alkylphénol polyéthoxylate, vous avez beaucoup de plastique, on en parlera tout à l'heure un petit peu, le bisphénol A qui a fait beaucoup parler de lui, des phtalates, des styrènes, vous avez certains métaux lourds comme le cadmium, le plomb, le mercure ou le méthylmercure, et des produits de combustion comme des dioxines, les PCB que l'on continue de rencontrer dans l'environnement même s'ils ont été interdits. Vous avez bien sûr beaucoup de perturbateurs endocriniens dans des produits cosmétiques, donc que l'on met aussi au niveau de notre peau, que l'on ingère quand on se lave les dents avec un dentifrice, par exemple. Eh bien, dans ces produits cosmétiques, vous avez par exemple des parabènes, des benzophénones, du camphre, des phtalates, et ces molécules sont connues pour avoir des activités endocriniennes. Alors, vous avez les produits synthétiques pharmaceutiques. Alors, ceux-ci, je les ai quand même mis entre parenthèses parce que quelque part, ce sont des perturbateurs endocriniens, mais c'est un petit peu ce qu'on leur demande. Sur une pilule contraceptive pleine d'éthénylestradiol, on sait que l'éthénylestradiol est vraiment une molécule très œstrogénique, donc qui va se comporter vraiment comme l'hormone féminine par définition, mais quelque part, c'est ce qu'on lui demande, de perturber un petit peu le système endocrinien de façon à éviter tout départ de grossesse. Par contre, le paracétamol, qui lui est plutôt utilisé comme antidouleur ou pour limiter la fièvre, n'était pas du tout prévu comme étant un perturbateur endocrinien, et pourtant il a des activités endocrines. Pareil pour le DES ou le tamoxifène, qui sont des médicaments aussi très utilisés. Alors le DES plus maintenant, mais il a été interdit, mais le tamoxifène encore. Retenez aussi que vous avez des composés naturels qui contiennent des perturbateurs endocriniens, comme le soja, qui est plein de génistéine ou de daïdzéine, et vous retrouverez aussi du coumestrol, par exemple, ou de la zéaralénone, comme donc des mycotoxines, donc vous pouvez avoir, par exemple, en surface de certaines céréales, et que, du coup, vous allez ingérer en même temps que vous consommez votre alimentation. Alors, tout ceci n'est pas... Alors déjà, la liste est loin d'être exhaustive, mais l'idée n'est pas non plus de dire, bon ben voilà, maintenant qu'on a une liste, Cabaton, il nous a dit, on va enlever tout ce qui est sur la liste, on ne va plus consommer de soja, on va plus consommer... Non, c'est pas du tout l'idée. Simplement, il faut arriver à se dire, voilà, on est exposé à de nombreux perturbateurs endocriniens venant un petit peu d'un peu partout. Et peut-être que réfléchir à notre façon de vivre pour peut-être limiter en tout cas notre exposition par des efforts qui seraient peut-être pas aussi inconsidérables que ça.
Parce que tout ceci provient quand même de conséquences de notre mode de vie, puisque bien sûr on est encore dans l'ère de la chimie, avec une évolution sociétale que l'on connaît, et donc on se retrouve avec une industrie chimique qui a produit énormément dans tous les domaines qui nous entourent, et du coup tout ceci crée ce qu'on appelle des résidus chimiques qui viennent de pesticides ou de médicaments, de produits de combustion donc issus des dioxines, des détergents, des peintures, majoritairement des plastiques, sans parler des composés naturels. Et donc tout ceci fait un cocktail d'exposition qui fait que on est exposé à alors tout va dépendre de l'endroit où vous vivez, tout va dépendre de vos habitudes de vie, mais voilà, on est exposé à de nombreux perturbateurs endocriniens dont peut-être certains pourraient être évités d'une part par nos efforts à nous en tant que consommateurs, mais peut-être aussi avec des décisions au niveau des réglementations. Alors vous avez une liste à disposition qui est mise à jour régulièrement, donc vous avez le lien internet en bas de cette diapositive. Donc c'est une liste qui est des perturbateurs identifiés au niveau européen, donc soit identifiés, soit déjà classés comme perturbateurs endocriniens, soit en cours d'évaluation pour leurs propriétés de perturbation endocrinienne. Donc c'est une association de 6 pays européens, donc la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède. Et l'idée, c'est de compiler des informations pour améliorer l'ensemble des connaissances que l'on a sur ces perturbateurs endocriniens, aussi d'accroître la transparence, la cohérence et l'homogénéité au sein des évaluations des pays membres, des États membres, et permettre aussi une amélioration de la coordination entre différents domaines législatifs. Et donc ça permet d'avoir une vision un petit peu plus globale de l'ensemble des perturbateurs endocriniens et de voir un petit peu quels sont encore les trous dans la raquette, si on peut dire comme ça, qui pourraient du coup être compensés par un État membre qui serait mandaté pour faire une étude. Alors si on s'intéresse un petit peu à ce que l'on trouve dans nos assiettes, on en a parlé un petit peu là tout à l'heure dans les exemples, mais là si on focalise un peu plus sur ceux que l'on peut rencontrer au quotidien dans notre cuisine ou dans notre alimentation, eh bien vous allez retrouver des phtalates par exemple dans certains ustensiles de cuisine, dans certains contenants alimentaires, dans certaines bouteilles en plastique également. Vous allez, alors on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais vous avez les fameux PFAS, donc en particulier ici le PFOA et le PFOS. Alors ces deux molécules ont été interdites, mais on les a trouvées dans des ustensiles de cuisine, dans les poêles adhésifs, puisqu'ils rentraient dans la composition des fameux téflons, qui font toujours beaucoup parler aujourd'hui. On retrouve bien sûr des résidus de pesticides dans la nourriture, dont certains, pas tous, attention, tous les pesticides ne sont pas à jeter, mais on retrouve certains résidus de pesticides dans notre nourriture qu'on ingère aussi. Et vous avez bien évidemment une famille, alors qui me tient un peu plus à cœur parce que je travaille dessus depuis plusieurs années, mais sur les fameux bisphénols, et en particulier le bisphénol A, qui était un des composants des résines internes de boîtes de conserve, de canettes. Et on en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure. Donc vous voyez que déjà rien qu'au sein de ce que l'on peut trouver dans notre environnement très proche et qui va arriver à un moment ou à un autre au niveau de notre bouche, eh bien on rencontre déjà un joli cocktail de perturbateurs endocriniens. Alors j'ai ciblé quelques exemples en prenant le cas de certains pesticides et une autre, alors je ne veux pas dire famille, mais un autre type de contamination via nos emballages alimentaires et nos ustensiles de cuisine. Alors un des premiers, donc si on s'intéresse aux pesticides, vous avez sûrement entendu parler du chlordécone, cet insecticide organochloré qui est toxique, écotoxique, et son plus gros problème c'est qu'il est très persistant. Donc il a été utilisé dans les Antilles françaises dans les années 70 à peu près pour lutter contre le charançon du bananier et il a été utilisé pendant 20 ans dans ces Antilles françaises. Le problème c'est qu'il est très persistant, on le retrouve encore et c'est ce qui est dit en bas, c'est qu'on l'a encore dans l'environnement et avec une demi-vie qui est estimée entre 250 et 650 ans dans les sols.
Donc autant dire que on est loin d'avoir encore, d'avoir supprimé cette contamination par le sol. Donc le chlordécone, il a de nombreux effets qui ont été décrits. La principale voie de contamination, c'est la pénétration dans l'organisme par la voie orale. Et le problème, c'est qu'il va être absorbé au niveau intestinal et se distribuer dans l'ensemble des tissus, mais qui va pouvoir s'accumuler dans le foie, relativement peu par contre dans les tissus graisseux. Mais ce qu'il a été décrit, c'est qu'il a de nombreux effets sur la grossesse, en particulier sur le développement des jeunes enfants, donc avec des risques accrus de prématurité. Il est promoteur de tumeurs, pouvant, avec des cancers chez les gens qui sont génétiquement prédisposés à développer par exemple un cancer de la prostate. Et surtout, il a des effets de perturbation endocrinienne, en particulier au niveau œstrogénicité, puisqu'il a été démontré qu'il avait des effets donc œstrogéniques, donc comme ferait une hormone féminine, mais au niveau de cellules de Sertoli, au niveau du testicule, donc à un endroit où concrètement on n'est pas censé en trouver beaucoup. Il a également une activité œstrogénique indirecte, c'est-à-dire indépendamment d'une voie de récepteur, qui va se situer au niveau de l'hypophyse. Vous savez, une petite glande que l'on a au niveau du cerveau. Et l'information qui va en résulter, c'est qu'on aura une diminution de la sécrétion d'une hormone très importante, donc l'hormone lutéinisante, qui est impliquée dans la synthèse de testostérone. Donc un effet œstrogénique, mais qui va avoir un effet chez l'homme, encore une fois. Et une activité anti-thyroïdienne en perturbant la régulation des hormones thyroïdiennes. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le DDT. C'est un insecticide organochloré. Alors, il est désormais interdit parce qu'il a été classé probablement cancérigène pour l'homme, donc dans le groupe 2A par le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, et parce on a montré des associations positives entre une exposition au DDT chez l'être humain et du cancer du foie, du testicule, du sein et aussi le lymphome malin non-Hodgkinien. Alors, le problème de ce DDT, parce que vous dites, après tout, il a été interdit, quel est son problème? Comme pour le chlordécone, il a un effet écotoxique très important. Il a été montré, rappelez-vous, c'était le pesticide incriminé par Rachel Carson dès 1962. Enfin, 1962, c'est la sortie du livre, ça veut dire que toutes les études avaient été faites longtemps auparavant, mais où elle avait déjà remarqué l'amincissement des coquilles d'œufs chez, par exemple, le faucon pèlerin ou le fameux micropénis chez les alligators de Louguilette en Floride. Eh bien, malheureusement, ce DDT, il est toujours présent dans l'environnement et aussi on en retrouve du coup dans certains aliments, puisqu'il y a aussi un transfert directement du sol jusque dans certains végétaux que l'on peut consommer. Donc il est très persistant dans les sols, même plusieurs dizaines d'années après son application, et il peut se stocker dans les graisses de tous les organismes vivants. C'est ce qu'on appelle donc un polluant organique persistant. Et on a montré qu'une exposition prénatale au DDT pouvait multiplier le cancer du sein par 4. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, c'est d'autant moins anodin qu'une catégorie d'individus sont beaucoup plus exposés que d'autres, puisque dans cette étude, les scientifiques avaient mesuré le DDT dans la ration alimentaire de la maman, de l'ordre de 0,5 microgrammes par kilo. Eh bien, ce DDT avait été mesuré dans le sang maternel avoisinant les 80 microgrammes par kilo. Donc, vous voyez, vous avez un différentiel de 160 entre l'exposition de la maman, mais une exposition quotidienne, plus une accumulation, et ce qui va concrètement être en plus relargué chez son nourrisson dans les premiers jours d'allaitement. Donc la fenêtre d'exposition, quand on parle de perturbation endocrinienne, la fenêtre d'exposition périnatale est une des plus critiques, puisque bien évidemment c'est celle où continuent de se former tous nos systèmes et tout ce qui fera qu'on sera un individu bien constitué, pouvant marcher, pouvant se réguler, etc. etc. Et donc c'est ce concept dit de Doad qui s'intéresse à l'origine développementale de la santé et des maladies, qui dit en particulier que, l'OMS le rapporte, que les 1000 premiers jours de la vie sont vraiment critiques pour une exposition à des perturbateurs endocriniens, puisque c'est cette exposition pendant ces 1000 premiers jours de la vie et aussi in utero, qui peuvent après induire des maladies qui vont se développer beaucoup plus tard dans la vie de l'individu. Alors sans compter après ce que l'on va
après avoir dans notre quotidien pendant notre vie de jeunes garçons, de jeunes enfants, d'ados, etc., etc. Alors une autre voie de contamination qui est aussi importante, c'est bien sûr les emballages alimentaires. Donc juste un petit aparté, il faut quand même savoir que jusqu'en 2020, on consommait à peu près 900 milliards d'aliments et de boissons emballés chaque année. Et 5 millions de tonnes d'emballages alimentaires étaient jetés dans l'environnement. Mais par contre, voilà, c'est jeté, c'est trié, mais bon, on sait bien que ça réapparaît d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est stocké quelque part et voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça retentit quand même un jour ou l'autre dans notre alimentation. Alors, beaucoup des résines internes de boîtes de conserve et de canettes contenaient du bisphénol A. Et le volume global de consommation de bisphénol A pour différentes zones d'application, alors pas uniquement les emballages alimentaires, mais il avait été estimé à 7 millions de tonnes en 2015, 8 millions en 2016 et 10 millions de tonnes en 2022. Donc ce sont vous voyez que je vous donne ces chiffres volontairement pour voir qu'il y a quand même un enjeu aussi financier à travers la production, ou en tout cas le travail autour de ces molécules, dont une partie rentre dans la composition de nos emballages alimentaires. Et 300 milliards de canettes et de boissons sont encore produites chaque année dans le monde avec, alors c'est des chiffres qui commencent à dater un petit peu, mais à l'époque, en 2014, 90% des canettes étaient en aluminium, 10% restants étaient en acier. 75 milliards de boîtes de conserve étaient vendues dans le monde en 2011, avec une production mondiale de revêtements qui était estimée à 800 000 tonnes, soit à peu près 2,8 milliards d'euros, un peu moins de 3 milliards. Donc il y a un enjeu considérable dans ce système d'emballage alimentaire qui fait que c'est compliqué de faire de la gestion du risque de ces molécules parce que quelque part, si elles sont aussi produites, c'est parce qu'il y a aussi une demande. Donc c'est quand même un problème qui n'est pas simple. Alors, comment un industriel fait pour produire des matériaux destinés à rentrer au contact de denrées alimentaires? Eh bien, vous devez respecter ce qu'on appelle le principe d'inertie, c'est-à-dire que ces matériaux-là, qui doivent rentrer en contact direct ou indirect, doivent être élaborés conformément aux bonnes pratiques de fabrication pour que, dans des conditions normales ou prévisibles d'emploi, eh bien, une quantité infime de substances peut migrer, mais sans présenter un danger pour la santé humaine, sans entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération de leur qualité organoleptique. Et c'est à peu près tout. Alors, on a après un règlement européen qui vise après quelque chose qui précise un peu plus pour tout ce qui va être matière plastique, mais le problème, c'est que vous avez une quantité tellement importante que forcément, d'une manière ou d'une autre, on va finir par y être exposé. Et ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de mettre ces résines, on ne peut pas directement emballer un aliment directement dans l'emballage, dans l'acier ou dans l'aluminium, par exemple, tel qu'il a été produit pour une canette ou une boîte de conserve. Parce que ces emballages, eh bien, ils vont avoir comme rôle de protéger l'aliment, de conserver les qualités nutritionnelles organoleptiques, faciliter le transport, bien évidemment, permettre un étiquetage, pour renforcer aussi l'attractivité, il y a un enjeu aussi commercial à travers tout ça, mais il faut savoir que ces matériaux ne sont pas inertes parce que vous avez un processus de migration qui va pouvoir se passer, c'est-à-dire un transfert de molécules chimiques depuis l'emballage jusque dans votre aliment. Alors, on a des paramètres que je vais passer là pour gagner un petit peu de temps, parce que sinon je ne vais pas finir. Mais voilà, sachez que vous avez ce phénomène de migration et qu'ici, vous avez donc ces poissons qui sont emballés dans une boîte de conserve. Eh bien, vous voyez que vous avez des monomères de revêtement interne de boîtes de conserve. Vous pouvez aussi avoir des additifs et une partie d'entre eux va pouvoir migrer depuis l'emballage jusque dans votre aliment. Et donc, au final, vous allez consommer cet aliment qui est du coup a en plus intégré ces substances qui ont migré. Et donc, vous augmentez votre niveau d'exposition et donc, potentiellement, vous courez un risque d'avoir d'augmenter votre quantité de contaminants dans votre organisme.
Alors vous avez des paramètres qui favorisent cette migration, le rapport surface-volume, la durée de conservation, la température, la nature de l'aliment. Si l'aliment est gras, ça va forcément favoriser la migration. Si vous le chauffez, ça va en plus aider à ce que ça migre, etc., etc. Donc vous avez ici toutes ces résines qui sont mises, alors aujourd'hui ça a un petit peu changé, parce qu'avec la réglementation qui a évolué, on n'est plus exactement dans les mêmes considérations, mais vous avez en particulier ces résines époxy qui sont très stables, par exemple, à l'époque à base de bisphénol A ou de badge, et donc vous avez beaucoup de ces résines qui relarguent dans votre aliment et que vous allez consommer. Donc vous pouvez trouver dans certains, mais des fois il faut vraiment les chercher, mais vous avez normalement ces petits logos. Vous voyez que déjà sur les 7 catégories de plastique, vous avez quand même déjà au moins 4 catégories dont on a identifié des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Alors les autres, je les ai mises plastique sans danger. Alors c'est une diapositive que j'avais reprise, mais le sans danger, il faut quand même le garder avec précaution parce que sans danger jusqu'à ce qu'on le trouve. Donc, vous voyez, on a quand même des organismes de biosurveillance, avec en particulier la cohorte Esteban qui avait été menée par une Santé publique France et qui regardait à quel niveau de contamination en différents perturbateurs endocriniens on pouvait être exposé, que ce soit dans notre alimentation, dans nos produits cosmétiques ou simplement dans nos autres boissons et conserves. Alors, 2 mots sur le bisphénol A, parce que je vous en ai parlé un petit peu. Donc, vous savez que c'est une molécule qui a été abondamment utilisée pour faire de ce qu'on appelle les résines polycarbonates ou les résines époxy. Alors j'attire votre attention, là j'avais mis à l'époque cette bonbonne qu'on trouvait un petit peu partout. Apparemment il n'y en avait pas, mais c'est pareil, les informations se contredisent. Alors bon, toujours est-il qu'on ne sait plus trop, parce que c'est des informations qui sont quand même compliquées à avoir, parce que forcément les industriels ne donnent pas forcément tout ce qui est des secrets de fabrication, bien évidemment. Mais voilà, par ces problèmes de migration, vous aviez des monomères libres qui finissaient par se retrouver dans votre alimentation ou dans les produits que vous touchiez, au même titre que les facturettes carte bleue, ce qui faisait qu'on avait une exposition quotidienne de quelques microgrammes par kilo de poids corporel et par jour, principalement par voie alimentaire, mais aussi par voie cutanée. Et on sait, parce que vous avez à peu près une 50aine d'années de publications sur le bisphénol A, que c'est une molécule qui agit sur le système reproducteur, en se comportant comme une hormone féminine, qui peut aussi provoquer l'obésité chez certaines personnes et avoir des effets sur le développement, le cerveau, la thyroïde, la barrière intestinale, etc. Et à dose très faible, donc de l'ordre de ces quelques microgrammes par jour. Alors, Cocorico, la France avait fait partie des pays pionniers à interdire ce bisphénol A dans tous les emballages à contact alimentaire. Pas interdit dans tout, mais au moins dans les emballages à contact alimentaire depuis le 1er janvier 2015. Alors aujourd'hui, son écotoxicité fait encore débat, mais en tout cas à l'ANSES, on a réussi à déposer un dossier en 2017 pour le faire classer vraiment comme perturbateur endocrinien, y compris au niveau environnemental. Mais la voie, bien sûr, vous n'avez pas vu disparaître toutes les boîtes de conserve, toutes les canettes dans vos supermarchés ou là où vous vous servez au quotidien. Ce qui veut dire que cette molécule a été substituée. Et malheureusement, on sait aujourd'hui, parce que les études sont en cours, que les substitutions ne sont pas forcément plus positives, en tout cas ont des effets qui sont pas forcément plus, en tout cas moins néfastes que le bisphénol A. Donc vous avez le bisphénol S qui a été un des principaux étudiés et qui serait un des majoritaires. Vous en avez d'autres, vous voyez, à partir d'une même structure chimique, donc ce qui peut aussi faciliter le travail d'industriel. Mais voilà, sachez que dès 2019, on savait déjà que beaucoup de ces perturbateurs, beaucoup de ces bisphénols avaient déjà des effets de perturbation endocrinienne quand on regardait simplement leur fixation sur des récepteurs nucléaires. Donc déjà ça aurait pu être quand même une première indication que les substitutions n'allaient pas forcément être très bénéfiques.
Donc à ce jour, on a réussi à faire classer le bisphénol B comme substance très préoccupante au niveau de l'ECA, donc qui est l'agence européenne sur des produits chimiques. Le bisphénol S est en cours d'évaluation pour son classement, et le bisphénol F, lui, est toujours interdit, même si on pense pouvoir le trouver dans certains papiers thermiques. Quelques mots sur les PFAS, parce qu'on en a beaucoup parlé, enfin on en parle toujours beaucoup aujourd'hui. Vous savez que ce sont des molécules qui rentrent dans la composition alors ce qu'on appelle les PTFE, donc on va trouver dans le Gore-Tex, le Teflon, tout ce qui est Scotchgard, beaucoup dans les mousses anti-adhésives, hein, qui créent des contaminations environnementales phénoménales. Dans les textiles anti-taches, aussi dans beaucoup d'emballages alimentaires, en particulier sous forme de polymères, hein, dans les emballages type restauration rapide, des boîtes à pizza, les sachets type popcorn que l'on met directement au micro-ondes, hein, je vous rappelle, hein, température, composé sucré et un peu gras, très bonne migration. Toujours est-il que ces PFAS, eh bien, ils contaminent notre eau, on les retrouve dans les sols et donc contaminent la faune et la flore que l'on finit par retrouver dans notre propre circulation sanguine, puisque on finit par les ingérer à travers la consommation de notre eau de boisson, en mangeant les fruits et les légumes provenant de notre sol et en mangeant aussi un petit peu une partie de la faune qui est aussi elle-même contaminée. Eh bien, ces PFAS, en fait, ils ont des dysfonctionnements hépatiques. Ils provoquent des dysfonctionnements hépatiques. Ils ont des taux, enfin, ils augmentent le taux de cholestérol. Ils donnent beaucoup de problèmes en immunotoxicité avec des effets thyroïdiens et des effets sur le système immunitaire. Et au niveau de la perturbation endocrinienne, eh bien, ils réduisent des taux d'hormones, en particulier les hormones stéroïdes. Ils provoquent un retard de la puberté, là où d'autres perturbateurs endocriniens, vous en avez peut-être entendu parler, ont tendance à l'accélérer. Ils portent atteinte à la fonction thyroïdienne, ils provoquent des obésités et dans certains cas, en particulier le PFOA, provoque aussi, ce qui a été montré, le cancer du testicule. Alors, il y a eu une déclaration de Madrid qui a été faite en 2015 qui, dans cette déclaration, eh bien, il était dit qu'il fallait limiter la production et l'utilisation de PFAS et développer des solutions alternatives non fluorées plus sûres. Et donc vous avez, là c'est aussi quelque chose de très important, vous avez eu un plan d'action interministériel sur les PFAS qui est sorti très récemment, en avril 2024, pour renforcer la recherche et dans le but d'améliorer les connaissances sur les propriétés physico-chimiques et les mécanismes de mobilité, le transfert et la dégradation de ces PFAS, puisque vous avez dû entendre que malheureusement notre environnement est très très contaminé par beaucoup de ces substances. Alors, juste pour refaire après donc un petit mot sur un retour en tout cas sur la réglementation et les matériaux au contact des denrées alimentaires, vous avez des règlements européens qui régissent un certain type de revêtements alimentaires, ou en tout cas de matériaux qui rentrent au contact des denrées alimentaires. Vous avez des règlements spécifiques et vous avez une réglementation nationale. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer quand même que même si on est dit une Europe avec un système qui a l'air de fonctionner quand même plus ou moins bien, vous avez quand même beaucoup de trous dans la raquette parce que certains vont être pris directement au niveau européen, vont être réglementés au niveau européen ou vont être étudiés au niveau européen, d'autres vont être, certains pays n'arrivent pas à s'harmoniser entre eux, et bien chaque pays, chaque État membre va garder sa propre réglementation, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué. Et en tout cas, au niveau français, on a quand même, nous, un cahier des charges qui est quand même assez strict avec des substances qui doivent répondre à des règles, c'est-à-dire qui doivent être sur une liste de substances autorisées avec lesquelles on va être vigilant sur les conditions et les restrictions d'emploi et les critères de pureté. Alors, vous avez l'EFSA au niveau européen qui prend en partie en charge, mais nous, au niveau de l'ANSES, vous avez un groupe de travail qui est dédié à ça et qui s'intéresse aux matériaux et aux auxiliaires technologiques dans le domaine de l'alimentation et de l'eau. Et en fait, on essaye de regarder, en demandant aux industriels le maximum de données pour garantir que le minimum de ces substances vont migrer et vont se retrouver dans vos aliments et vont pouvoir générer éventuellement des problèmes toxiques. Là où j'en reviens avec mon problème de perturbation endocrinienne, c'est que aujourd'hui, malheureusement, le potentiel perturbateur endocrinien est très peu considéré dans l'évaluation.
Alors pourquoi? Ça peut être choquant, hein, je vous l'accorde, moi-même c'est quelque chose qui m'horrifie toujours, mais que malheureusement on n'a pas de test suffisamment rapide et sensible et pour pouvoir arriver à classer des molécules comme perturbateurs endocriniens et donc après avoir les conséquences au niveau de la réglementation. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, mais il y a énormément de travail à faire pour arriver à justement avoir ces tests de criblage qui permettent rapidement de se faire une première idée et d'aller plus loin après dans des études qui vont peut-être prendre plus de temps, mais en tout cas au moins arriver à faire un premier état des lieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore un petit peu, qui nous demande encore beaucoup de travail. Parce qu'on n'a pas de réglementation spécifique applicable en tant que telle aux perturbateurs endocriniens dans ce domaine législatif. Donc la prévention des risques en fait liés aux perturbateurs endocriniens va répondre aux mêmes exigences que les démarches de prévention, on va dire classiques. Et donc tout ceci parce qu'il y a une absence de définition réglementaire commune et officielle à l'ensemble de la législation européenne. Alors on a bien le règlement REACH, qui est un règlement européen qui est en vigueur depuis 2017, qui oblige les industriels à déclarer et quand ils veulent quand ils utilisent des molécules, mais au-delà d'un certain tonnage. Donc vous avez souvent ils se débrouillent pour rester en dessous du fameux seuil, mais l'idée c'est de recenser, d'évaluer et de contrôler les substances chimiques qui sont fabriquées, importées ou mises sur le marché européen. Mais bon voilà, alors il est en cours de réactualisation aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est quand même assez frustrant. Alors que vous l'avez dans le règlement européen, sur un règlement phytosanitaire qui se prend appui sur le règlement délégué qui, lui, donne une définition des critères des perturbateurs endocriniens qui doivent être conformes au règlement. Mais malheureusement, voilà, cette définition n'a pas encore été reprise dans le cadre des autres règlements européens relatifs aux produits chimiques type REACH et CLP. Donc on espère pouvoir se servir de ce qui est déjà fait dans le domaine phytopharmaceutique, mais c'est vrai que ça tarde un petit peu à se faire. Alors il y a quand même des choses qui sont faites au niveau des perturbateurs endocriniens, tout n'est pas négatif. On a une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, donc on appelle la SNPE. Là, on en est à la fin de la deuxième. L'idée, c'est de réduire l'exposition des populations et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens. Et l'ANSES mène un travail vraiment phénoménal pour arriver à classer le maximum de ces molécules, en tout cas de les étudier, parce que toutes ne sont pas des perturbateurs endocriniens, heureusement. Et au niveau européen, vous avez plusieurs institutions, enfin plusieurs organismes qui font aussi qui font de l'évaluation du risque pour ces perturbateurs endocriniens. Alors à l'EFSA pour tout ce qui va concerner l'alimentation, le CHIR pour tout ce qui est problème de santé de produits de consommation quotidien, le SCCS pour tout ce qui va considérer les cosmétiques avec un petit bonus pour les nanocosmétiques pour les nanoparticules dans les cosmétiques. Vous avez l'ECHA qui essaye de gérer tout ça au niveau de l'ensemble de l'Europe, et le JRC que l'on pourrait considérer comme le bras technique de l'ECHA, de la Commission, et qui a plus pour vocation de créer justement, de réfléchir à ces tests à développer, à optimiser pour faire une évaluation du risque la plus rapide possible. Mais on fait toujours une évaluation molécule par molécule aujourd'hui, puisque, je vous l'ai dit, on est exposé à de nombreux perturbateurs endocriniens, mais c'est vrai que l'étude des effets cocktails reste encore quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que la dose ne fait pas le poison. Alors c'est ce qui a été dit au XVIe siècle par Paracels, bien sûr, mais et on respectait, enfin on avait appris, même dans les facs de pharmacie, de médecine, en toxicologie classique, eh bien en fait on fait des expériences, on essaye de trouver l'effet, la dose pour laquelle on a un effet un niveau le plus bas possible, et on diminue encore les doses jusqu'à obtenir la dose sans effet nocif observable. À partir de ces notions de NOAEL ou de l'OAEL, on définit ce qu'on appelle une dose journalière admissible ou tolérable, qui est une notion arithmétique, d'accord, en utilisant des facteurs de correction pour
des facteurs de protection, on va dire. Sauf que dans le cas de... Donc si on voulait à peu près placer la DJA ou la DJT sur ce graphique, on pourrait dire, voilà, en général, on prend un facteur 10 pour absorber la différence interspécifique entre différentes espèces et on réaggrave le problème, enfin on reprend un facteur 10 supplémentaire pour prendre en compte la différence entre les individus au sein d'une même espèce. Donc en gros, on va dire que, pour faire très schématique, une DJT, c'est une NOAEL divisée par 100, donc une dose sans effet nocif observable divisée par 100. Donc on peut dire qu'elle se situerait à peu près à ce niveau-là. Et bien malheureusement, dans beaucoup de cas avec des perturbateurs endocriniens, eh bien on retrouve, en diminuant les concentrations, on retrouve une remontée de l'intensité des effets observés. Donc c'est vrai que ça bouscule un petit peu la façon dont les évaluations du risque peuvent être faites, parce que malheureusement, eh bien, il y a des fois, les valeurs toxicologiques de référence, comme on les appelle, ne suffisent pas à vraiment faire une évaluation du risque suffisamment pointue. Voilà, je termine, j'ai été un petit peu long, je m'en excuse. Donc j'espère vous avoir convaincu que on est exposé quotidiennement à de nombreux produits chimiques qui proviennent de notre alimentation, mais aussi de notre produit de vie courante, et que beaucoup d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens, ou en tout cas, s'ils ne le sont pas encore classés, ils ont des activités endocrines. Alors, on consomme une quantité encore beaucoup trop importante de nourriture emballée, voire même suremballée, et peut-être que c'est là-dessus où je voudrais arriver à peut-être réfléchir, c'est comment on pourrait faire peut-être nous à notre niveau de consommateur pour peut-être limiter déjà nous cette on va dire cette surconsommation de produits suremballés, puisqu'on sait que de toute façon ces emballages vont à un moment ou à un autre être exportés, être brûlés, mais toujours est-il qu'ils vont donner quelque chose dans l'environnement et revenir un jour ou l'autre dans notre alimentation. Donc peut-être qu'à notre échelle individuelle, on peut essayer de limiter, en tout cas au moins ce qui est suremballé, peut-être faire évoluer aussi nos pratiques et nos choix, parce que ça permet aussi d'aider les gouvernements qui, bien sûr, on dit toujours ça met du temps parce que les décisions soient prises, mais eux doivent faire aussi ce qu'on appelle la gestion du risque, c'est-à-dire prendre en compte aussi tous les gens qui vont travailler dans toutes les entreprises qui fabriquent toutes ces molécules qu'on aimerait bien interdire, mais malheureusement, qu'est-ce que deviennent tous ces gens ? Comment intégrer tout ceci dans un contexte très global, et c'est ce qui est très compliqué à gérer. Retenez quand même qu'on a bien sûr des agences réglementaires qui veillent, que ce soit au niveau français avec l'ANSES, au niveau européen avec l'EFSA ou à la Commission européenne. Et donc ces agences transmettent leurs avis aux gestionnaires du risque, donc au niveau ministériel, qui eux sont en charge de prendre les décisions qui s'imposent. Et croyez-moi, le travail est pas facile. Et donc l'idée, c'est de continuer la recherche sur ces substances qui sont encore émergentes pour beaucoup, pour donner aux agences et aux experts suffisamment de données robustes pour faire la meilleure évaluation du risque possible. Alors retenez que les phases d'exposition périnatale sont celles qui sont les plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens, et que l'on a à prendre en compte aujourd'hui ces effets à faible ou voire très faible dose, qui sont de plus en plus préoccupantes, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter, même si aujourd'hui on arrive à évaluer de mieux en mieux, et qu'on doit aussi intégrer ces réponses, ces courbes dose-réponse non monotones, qui donnent aussi du fil à retordre aux experts des comités, mais qu'il faut quand même intégrer dans le cadre des perturbateurs endocriniens. Voilà. Si vous voulez avoir plus de détails aussi sur la toxicologie en général et sur les perturbateurs endocriniens, vous avez une petite association pour la recherche en toxicologie qui a un site internet et où on diffuse aussi des lettres d'information pour voilà, rester un petit peu ouvert à tous les domaines de la toxicologie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter, voire même à adhérer si ça vous fait plaisir. Nous, ça nous fera plaisir. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'essayer d'y répondre. Merci. C'est un peu long.